Vous allez revoir ou, à mon avis, plutôt découvrir Honky Tonk Freeway, un film réalisé par John Schlesinger en 1981. C'est un des films les moins connus de Schlesinger, qui est pourtant un des cinéastes les plus connus, hein, du cinéma anglais des années 60 et américain des années 70 et même, dans certains cas, des années 80. Alors John Schlesinger, rappelons qu'il appartient, on en parlait déjà à l'occasion de West Eleven de Michael Winner, à cette nouvelle école, à cette nouvelle vague du cinéma britannique des années 60. Il est avec Karel Reisz, on pourrait dire Lindsay Anderson et Tony Richardson, un des fers de lance, hein, de cette nouvelle école du cinéma britannique. On lui doit notamment Darling, Loin de la foule déchaînée, Bill, Menteur et d'autres films importants comme ça. Et John Schlesinger va débarquer, lui, comme la plupart de beaucoup de ses collègues, à Hollywood à la fin des années 60, avec un film fracassant, hein, qui aura un impact important et dans l'histoire du cinéma américain et même dans l'histoire de la censure, qui est Midnight Cowboy, Macadam Cowboy, avec John Voight et Dustin Hoffman. Après ce film-là, Schlesinger va en fait enchaîner les grands films jusqu'à la toute fin des années 70, puisqu'il va réaliser notamment Marathon Man en 75, Le Jour du Fléau, adapté de Nathanael West, qui est une sorte de film apocalyptique sur le Hollywood, l'industrie hollywoodienne des années 30, absolument formidable. Là aussi, à mon avis, un film à redécouvrir. Et il réalisera Yanks en 79, et puis donc Honky Tonk Freeway. Alors, Honky Tonk Freeway, il faut savoir que Schlesinger, avant de tourner le film, a revu Trafic de Jacques Tati. Et je pense que c'est une indication assez intéressante sur l'humeur du film. Schlesinger s'étant relativement peu frotté à la question de la comédie depuis une dizaine d'années. Et là, il va y plonger de plein pied avec ce film qui raconte tout simplement les tergiversations, toutes les manœuvres, les manipulations d'un maire d'une ville imaginaire de Floride qui s'appelle Ticlo dans le film, qui va tout faire pour que sa petite ville ne meure pas. Et pourquoi elle risquerait de mourir? Tout simplement parce que l'autoroute, une interstate plus précisément, qui est aux États-Unis, des routes qui relient entre elles les autoroutes américaines et qui tissent comme ça le territoire américain, cette autoroute-là ne possède pas de sortie vers sa petite ville, qui est pourtant une ville touristique, assez mignonne, dans laquelle il ferait bon vivre. Et évidemment, l'absence de sortie sur cette interstate vers sa petite ville condamne la ville à mourir et à devenir, comme c'est le cas beaucoup aux États-Unis, une ghost town, une ville fantôme. Donc il va imaginer un nombre de stratagèmes incalculables pour tenter de faire revenir les touristes ou de faire dévier les touristes de l'autoroute à sa petite ville. Alors le film est construit comme une sorte de film choral, hein. Vous allez suivre beaucoup de personnages qui viennent de partout des États-Unis, que ce soit le Kentucky, New York, l'Utah, peu importe. Et tous ces gens-là, à la faveur évidemment d'une astuce de scénario, vont converger à un moment vers cette petite ville de Ticlo. Alors le film appartient à la fois à la comédie burlesque, à la comédie loufoque. Il faut tout de suite parler des influences qui semblent évidentes. L'influence de Jacques Tati l'est, vous le verrez à l'occasion notamment du traitement de la voiture, est un sorte de grand embouteillage. Le grand embouteillage du film nous amène vers un des autres films emblématiques des années 70, peut-être le chef-d'œuvre de Robert Altman, qui est Nashville, réalisé en 75. Lui aussi un film choral, mettant en scène différents Américains qui vont converger à un même endroit, en l'occurrence Nashville. Donc Nashville est sans doute une des influences souterraines de Honky Tonk Freeway. Et puis, il faut se souvenir que Schlesinger étant un cinéaste britannique, il y a aussi le sang de la comédie britannique et notamment des studios Ealing qui coule dans ses veines. Et il me semble qu'il y a un film qui serait intéressant de rapprocher de Honky Tonk Freeway. C'est un film réalisé par Charles Crichton en 1953 qui s'appelle Tortillard pour Titfield. Pour ceux qui ont vu ce film ou ceux qui devraient maintenant le voir, c'est un film qui racontait l'histoire d'une bande de petites de villageois dans la campagne britannique qui décident de s'unir pour lutter contre la fermeture de leur ligne de chemin de fer. Et de la même façon que le maire de Ticlo va tenter d'enrayer la mort programmée de sa ville, hein, ces petits villageois britanniques en 53 dans Tortillard imaginaient eux aussi des astuces, des techniques et un nombre de stratagèmes incroyables pour tenter de maintenir cette ligne de chemin de fer. On pourrait presque dire que la ligne scénaristique du film est extrêmement proche de ce film des studios Ealing de 53, et Honky Tonk Freeway va développer à peu près, hein, le même type de rapport à la fois au personnage choral
et à une petite ville qui devient la petite ville emblématique du récit. Il y a un autre film auquel on peut penser, et vous y penserez sûrement en voyant le film, qui est Un monde fou fou fou, cette espèce de film incroyable de Stanley Kramer, réalisé en 1960, me semble-t-il, qui est sans doute un film qui a pu marquer John Schlesinger. Donc Honky Tonk Freeway sort en 1981. C'est un film, il faut le dire, qui a été un échec absolument colossal, d'où le fait qu'il n'a jamais été vraiment réhabilité, que peu de gens le connaissent aujourd'hui, qu'on l'oublie souvent quand on parle de la filmographie de John Schlesinger. On passe très souvent, très allègrement, du jour du fléau, Yanks, vers Les Envoûtés ou alors Fenêtre sur Pacifique, film formidable d'ailleurs sur la question du territoire américain, réalisé à toute fin des années 80, début 90. Mais Honky Tonk Freeway est tombé dans une espèce de gigantesque gouffre dont il n'est toujours pas sorti à l'heure qu'il est. Échec colossal à l'époque, la critique est très très sévère à son époque. À son égard, et échec colossal, évidemment, parce que le film a coûté pas loin de 24 millions de dollars et en rapportera à peu près 600 000. Et c'est même un film qui endommagera la carrière de John Schlesinger, puisque jamais il ne retrouvera à la fois la liberté qu'il a pu avoir dans le courant des années 70. Alors, ce qui est passionnant avec Honky Tonk Freeway, c'est évidemment, comme toujours chez Schlesinger, c'est le cas de beaucoup de cinéastes, on pourrait dire, étrangers, qui sont allés tourner des films aux États-Unis, et qui ont jeté un regard souvent critique. On a même reproché à Schlesinger d'avoir un regard beaucoup trop critique sur le mode de vie américain, ou plus précisément sur les rêves américains, puisqu'il y a autant de rêves américains qu'il y a de personnages dans le film. Hein. Tous ces personnages-là sont incarnés par une bande d'acteurs qui sont relativement connus à l'époque. C'est plutôt des acteurs, on pourrait dire, de catégorie B, mais qui sont tous des acteurs solides du cinéma américain. Beau Bridges, Beverly D'Angelo, Jessica Tandy, le vétéran Hume Cronyn. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui se retrouvent dans le film, et le maire est joué par William Devane. Et à cette occasion-là, John Schlesinger retrouve William Devane, qu'il avait, à mon avis, véritablement révélé dans Marathon Man, puisque c'était l'agent des services secrets qui faisait tourner en bourrique Dustin Hoffman dans le film. Alors, le film est effectivement extrêmement, on pourrait dire, sévère, hein, mais avec une forme, on pourrait dire, de sourire malgré tout à l'égard de tous les travers, hein, de l'Amérique vue par un cinéaste malgré tout étranger, le consumérisme, la question de la route, de la voiture, le hamburger, la question du puritanisme. Il y a des nonnes, vous verrez un éléphant faire du water ski, vous verrez des braqueurs à la petite semaine qui tentent de fuir New York, vous verrez un homme qui pense qu'il est bon pour écrire des contes pour les enfants, mais c'est des contes qui leur font terriblement peur. Donc c'est comme ça une sorte de constellation, de patchwork d'individus qui incarnent différents travers, on pourrait dire, de la société américaine, avec laquelle s'amuse beaucoup John Schlesinger. Il me semble qu'une des raisons de ce film, qui est pourtant extrêmement bien à la fois réalisé et conçu, on sent que Schlesinger sait exactement là où il va, il dira d'ailleurs plus tard qu'il défendait chaque plan de ce film-là. Donc c'est pas du tout une erreur de parcours dans la carrière de Schlesinger, c'est plutôt, on pourrait dire, une erreur de parcours dans l'histoire du cinéma américain. On est en 80-81, vous le savez, c'est la queue de comète du Nouvel Hollywood, hein, le grand mea culpa, la grande critique, le grand cinéma critique des années 70 s'essouffle. Non seulement il s'essouffle artistiquement, mais il s'essouffle surtout parce que le public n'a plus ce désir-là. Ronald Reagan a été élu en 1980, c'est l'heure de la grande restauration idéologique. On veut à nouveau croire dans l'Amérique, dans son modèle, hein, à la fois dans la Bible, dans le patriotisme, dans son espace, dans son territoire, etc. Et Schlesinger sort un film qui est un film anachronique, comme ont pu l'être des films comme Rest de Warren Beatty ou évidemment La Porte du Paradis de Michael Cimino. Donc la faute, on pourrait dire, de John Schlesinger, c'est d'avoir réalisé ce film presque trop tard, ou alors trop tôt, puisque cette critique, la critique que formule Schlesinger du mode de vie américain et des rêves américains deviendra quelque chose qui sera totalement accepté et extrêmement fréquent dans les fictions américaines, aussi bien au cinéma qu'à la télévision dans les années 90. Donc le malheur de Schlesinger, c'est d'avoir finalement sorti ce film au moment où l'Amérique désirait autre chose, voulait revenir à des valeurs, on pourrait dire, plus solides, beaucoup plus forts, retrouver de vrais héros. Et c'est vrai que cette espèce de bande de bras cassés, dont les rêves sont parfois un peu frelatés, ne pouvait que rencontrer le mur.